Bonjour, chers auditeurs. Je suis Marc et je suis ravi que vous soyez ici avec moi. Je vous demande de bien vouloir aimer cette vidéo et d'écouter mon histoire jusqu'au bout. Écrivez-moi en commentaire de quelle ville vous m'écoutez. J'aimerais savoir jusqu'où mes paroles ont voyagé. Je m'appelle Marc Ferrand et pendant 41 ans, j'ai cru vivre un mariage heureux. Pas parfait, le Seigneur sait que personne n'en a un. Mais bon, solide, un mariage à la française, comme il se doit. Mon épouse Julienne et moi nous sommes rencontrés lors d'une fête paroissiale à Port-sur-Mer, en Aquitaine, au printemps 1979. Elle avait 32 ans, j'en avais 28, et elle possédait ce sourire facile qui vous donnait l'impression d'être l'homme le plus intéressant de la pièce. Nous nous sommes mariés 8 mois plus tard. Nous avons bâti une maison à Belle-Plage. Nous avons élevé 2 enfants, notre fils David et notre fille Claire. Pendant 30 ans, nous avons fréquenté la même paroisse, Sainte-Marie-des-Flots. Nous partagions un lit, un compte courant, un nom de famille. Je repassais ses chemisiers. Elle vérifiait ma voiture quand elle faisait des siennes. C'était notre vie, et je n'en avais pas honte. Julienne travaillait dans l'immobilier commercial. Acquisition de propriétés, contrat de développement, portefeuille d'investissement. Elle voyageait pour son travail. C'était simplement un fait de notre vie, aussi ordinaire que le temps qu'il faisait. 2, parfois 3 fois par mois, elle faisait sa valise, m'embrassait sur la joue et partait. Elle appelait toujours le soir. Elle rentrait toujours à la maison. Je ne l'ai jamais mise en doute, car pourquoi l'aurais-je fait? Je faisais confiance à cette femme comme on fait confiance à la terre sous ses pieds. Mais maintenant, assise ici à y repenser, je parviens à distinguer les fissures infimes qui avaient toujours été là. Je ne voulais tout simplement pas les voir. Il y avait les relevés de cartes de crédit que je n'aurais pas dû ouvrir, des débits provenant de villes qu'elle n'avait jamais mentionnées. Il y avait ce parfum que je ne reconnaissais pas sur son col à Noël, qu'elle avait expliqué comme un échantillon d'hôtel. Il y avait les après-midi du dimanche qu'elle passait au téléphone avec un client dans le jardin, baissant la voix presque jusqu'à un murmure chaque fois que je m'approchais. Il y avait les fois où j'appelais son bureau et où l'on me disait avec gentillesse, mais fermeté, que Madame Ferrand était introuvable. Et il y eut cette fois, une seule fois, il y a environ 15 ans, où j'avais trouvé un reçu dans la poche de son manteau. C'était un reçu de restaurant, dans un endroit appelé Roche Blanche, un petit village en bord de mer sur le Cap du Sud, un lieu où, à ma connaissance, nous n'avions jamais été ensemble. Je lui en demandai des comptes. Une vieille cliente, dit-elle, sans lever les yeux de son journal. Rien d'important. J'ai laissé tomber. J'avais 55 ans. Nos enfants étaient grands. Le prêt immobilier était remboursé. J'ai laissé tomber, car parfois, un mariage est aussi un choix que l'on renouvelle chaque matin. Et je l'avais renouvelé tant de fois que remettre en question ce choix me semblait démanteler quelque chose que j'avais passé toute ma vie à construire. Julienne est décédée un mardi d'octobre, il y a 2 ans. Une crise cardiaque, soudaine et foudroyante, dans son bureau, à 10 heures du matin. Elle avait 74 ans. Sa secrétaire l'a trouvée effondrée sur son bureau. Quand l'ambulance est arrivée, il n'y avait plus rien à faire. Je l'ai pleuré, sincèrement, entièrement. Quoi que vous puissiez penser après avoir écouté tout ce qui suit, je veux que vous compreniez ceci avant tout. Elle était mon épouse depuis 41 ans, et je l'ai pleurée comme on pleure une partie de soi-même. Les semaines suivant son décès furent un tourbillon de plats apportés par les voisins, de cartes de condoléances et de formalités administratives. Son notaire, un homme méticuleux aux cheveux argentés nommé Maître Aldo Garnier, gérait la succession. Je l'avais rencontré une poignée de fois au fil des ans. Julienne gérait toujours leurs affaires de manière discrète, ce que j'acceptais comme une courtoisie professionnelle. Après le décès de Julienne, Maître Garnier devint mon principal interlocuteur. Il était scrupuleux, aimable, et ne me posa aucune question inhabituelle. C'est pourquoi, lorsqu'il m'appela 6 semaines après les funérailles, je perçus immédiatement quelque chose de différent dans sa voix. Marc, dit-il, il m'appelait toujours Monsieur Ferrand. Marc, j'ai trouvé quelque chose parmi les documents de la succession de Julienne que je pense que vous devriez voir en personne. Il y a une propriété qui n'avait pas été incluse dans la déclaration de patrimoine conjugal. Une propriété résidentielle. Je me souviens m'être assis très lentement à la table de la cuisine. Quel genre de propriété, maître Garnier?
Il y eut une pause qui dura juste un battement de trop. Une maison en bord de mer, dit-il. Sur le cap du Sud, près de Vielle-sur-Mer. Vielle-sur-Mer. Le mot me tomba dans la poitrine comme une pierre dans un miroir d'eau immobile. Le trajet jusqu'à la propriété me prit 2 heures et demie. Maître Garnier m'avait proposé de m'accompagner, mais j'avais refusé. C'était une démarche que je devais entreprendre seul. J'empruntais la nationale 89 vers le nord, observant le paysage plat de la région se transformer en maquis méditerranéen, puis en un long viaduc surplombant le promontoire. Je me souviens avoir pensé 25 ans. Pendant 25 ans, elle m'avait caché cela. Mais caché quoi, exactement? C'était la question qui ne cessait de me hanter tout au long du chemin. Un investissement immobilier? Un refuge fiscal? Un passe-temps secret? L'adresse que maître Garnier m'avait fournie me mena le long d'un chemin étroit bordé de figuiers de barbarie et d'oliviers tortueux, jusqu'à une maison en pierre calcaire blanche chaulée, perchée à une 50aine de mètres de l'eau. Elle était impeccablement entretenue. La peinture était fraîche. Des jardinières ornaient les fenêtres. Quelqu'un y avait planté des géraniums rouges. Je restai longtemps assis dans ma voiture, à contempler ces géraniums. Puis je sortis, montai les marches du perron et ouvris la porte. C'est à ce moment précis que ma vie, celle que je croyais avoir vécue, se brisa en 1000 morceaux. La première chose qui me frappa fut cette odeur de foyer. Non pas de mon foyer, mais d'un autre. Une maison qui avait été habitée et aimée, avec cette senteur particulière, stratifiée, de cuisine, d'adoucissant et d'années de vie ordinaire. L'entrée comportait un porte-manteau où pendaient encore des vestes. Des chaussures traînaient près de la porte, des chaussures de femme, plusieurs paires, et une paire de mocassins pour homme que je reconnus. J'avais acheté ces mocassins à Julienne pour son anniversaire 7 ans auparavant. Je me souvenais parfaitement de les avoir emballés. Je restai figé dans cette entrée pendant ce qui me sembla être 2 longues minutes avant de pouvoir enfin bouger. Le salon était envahi de photographies. C'est cela qui me dévasta. Pas les meubles, pas la taille de la maison, pas les preuves de l'argent dépensé, mais les photographies, sur chaque surface, sur chaque mur. Julienne, plus jeune et plus âgée, attablée sur la plage, un verre à la main lors de ce qui semblait être un anniversaire. Et à ses côtés, toujours, un homme que je n'avais jamais vu. Cheveux sombres, peut-être 15 ans plus jeune que moi, avec des pommettes saillantes et le genre de sourire de celui qui détient un secret. Et des enfants. Une petite fille qui grandissait, de l'âge de la poussette à l'adolescence, à travers une douzaine de cadres. Les clichés les plus récents la montraient comme une jeune femme, peut-être âgée d'environ 23 ans. Il y avait des sapins de Noël, des tables de repas estivaux et des soirées du Nouvel An sur le perron que je venais de fouler. 25 ans. Le notaire avait précisé que les registres cadastraux remontaient à 25 ans. Mon fils David avait 28 ans lorsque Julienne avait acquis cette maison. Claire en avait 26. Nos enfants étaient des adultes. Nos petits-enfants commençaient à naître. Et pendant tout ce temps, durant ce chapitre entier de ce que je croyais être ma vie, Julienne était aussi ici, ou là, ou complètement ailleurs. Je ne pleurais pas. J'aimerais vous dire que j'ai pleuré, car cela semblerait la réaction appropriée à ce moment-là. Mais ce ne fut pas le cas. Ce que je ressentais était plus froid que la douleur et plus lourd que la colère. C'était la sensation d'une fondation qui se déplace. Elle ne s'effondre pas d'un coup, mais bouge lentement, avec une inéluctabilité qui vous annonce que la structure qu'elle supporte ne tiendra plus très longtemps. Je parcourus chaque pièce. La chambre principale abritait une commode sur laquelle reposait un coffret à bijoux pour hommes. La seconde chambre avait manifestement été celle d'un adolescent. Des posters délavés de groupes de musique ornaient encore les murs, et une étagère était remplie de romans pour adolescents. La cuisine était entièrement équipée. Le réfrigérateur contenait de la nourriture. Quelqu'un était venu récemment. Et sur le comptoir de la cuisine, je découvris l'objet qui transforma tout ce que je ressentais en une détermination froide et implacable. C'était une lettre, manuscrite de la main de Julienne. Je l'aurais reconnue n'importe où après 41 ans. Elle était adressée à mon cher Robert et Serena et portait la date de 8 mois avant son décès. Elle s'étendait sur 2 pages.
Je ne la reproduirai pas intégralement ici, mais la partie la plus cruciale disait ceci. J'ai tout arrangé pour que vous soyez pris en charge. La maison est à vous, dans tous les sens du terme. Le moment venu, je souhaite que Serena en soit formellement la propriétaire. Aldo sait quoi faire. Aldo sait quoi faire. Je reposai la lettre sur le comptoir avec une extrême prudence, comme on manipule quelque chose qui pourrait exploser. Puis je m'assis à leur table de cuisine et je pensais, qu'ai-je perdu? Laissez-moi énumérer cela clairement. 41 ans de ce que je croyais être un mariage fidèle. L'identité d'un homme dont l'épouse l'avait choisi. Un passé désormais rétroactivement altéré de manière que je ne parvenais pas encore à saisir pleinement. La confiance en ma propre perception. Et potentiellement une part très significative de ce que j'avais considéré comme notre patrimoine conjugal. Cette dernière pensée fut celle qui aiguisa tout. Julienne Ferrand était une femme d'affaires dans l'immobilier. Elle comprenait les actifs patrimoniaux et savait comment les gérer. Si cette maison se trouvait en dehors de nos biens communs, qu'est-ce qui d'autre pouvait exister? Combien de clients et de voyages d'affaires avaient servi de couverture à une vie financière parallèle? Et ce Robert et sa fille Serena, étaient-ils déjà en contact avec Maître Garnier? Maître Garnier sait quoi faire? Était-ce un ensemble d'instructions déjà exécutées pendant que je restais à la maison à recevoir des plats de lasagne? J'ai 70 ans, et parfois les gens confondent cet âge avec l'impuissance. Cela a toujours été leur erreur, pas la mienne. Je rentrais chez moi en voiture. Je ne m'arrêtais pas. Je n'appelais personne. Je devais réfléchir dans le silence de mon véhicule. Et lorsque je traversais le promontoire au coucher du soleil, la lumière de fin d'après-midi se teintant d'or sur la mer, j'avais esquissé un plan. Premièrement, j'avais besoin de mon propre avocat, pas de Maître Garnier. Maître Garnier était le notaire de Julienne Ferrand, et cette lettre rendait ses loyautés dangereusement ambiguës. J'avais besoin de quelqu'un qui me représente, moi seul. Deuxièmement, il me fallait un inventaire complet du patrimoine de Julienne Ferrand. Chaque propriété, chaque compte, chaque actif, avant que quoi que ce soit ne puisse être déplacé, transféré ou dissimulé. Troisièmement, je devais comprendre précisément qui étaient Robert et Serena, ce qu'ils savaient et ce qui leur avait déjà été promis. J'avais été un bon mari pendant 41 ans. J'avais été patient, fidèle et sans poser de questions. J'avais laissé passer des choses alors que j'aurais dû regarder de plus près. J'en avais fini de laisser passer. Le premier appel que je passai le lendemain matin fut à une femme nommée Maître Patricia Duval, l'une des avocates en droit des successions et de la famille les plus redoutables du département. Elle avait 63 ans, était menue et précise, ses lunettes de lecture suspendues à une chaînette, et son attitude laissait transparaître qu'elle avait déjà tout entendu et que rien ne la surprenait. C'est ce que j'avais toujours apprécié chez elle. Je l'appelais à 8 heures du matin et lui expliquais que j'avais besoin d'un rendez-vous le plus tôt possible. Quelque chose dans ma voix dut lui communiquer la gravité de la situation, car elle répondit « Venez cet après-midi, Marc, à 14 heures. » Je lui racontai tout. J'apportai l'adresse de la maison en bord de mer, le nom de Maître Aldo Garnier et la date du décès de Julienne Ferrand. Je n'avais pas encore de copie de la lettre. J'avais pris soin de ne rien déranger avant de comprendre à quoi j'avais affaire. Mais j'en décrivis le contenu avec précision, de mémoire. Patricia écouta sans m'interrompre. Quand j'eus terminé, elle posa son stylo et me regarda par-dessus ses lunettes. « Que savez-vous des comptes professionnels de votre épouse » demanda-t-elle. « Ce qu'elle me disait, » répondis-je. « Ce qui, apparemment, pourrait ne pas être grand-chose. » Elle hocha lentement la tête. « La première chose dont nous avons besoin est un inventaire complet du patrimoine. Je le demanderai immédiatement et j'enverrai à Maître Garnier une notification formelle indiquant que vous avez désigné un défenseur indépendant et qu'aucun transfert d'actifs ne pourra avoir lieu tant que cet inventaire ne sera pas complet et vérifié. » Elle marqua une pause. « Marc, je veux vous poser une question directe. Avez-vous une raison de croire que Maître Garnier participait activement à la dissimulation d'actifs à votre détriment pendant le mariage de votre épouse ?» Je pensai à la lettre. Maître Garnier sait quoi faire. « Oui, dis-je. Je pense que oui.
Le mécanisme légal, une fois enclenché, se meut avec une sorte de gravité lente et inépuisable. Patrizia déposa la requête en inventaire des biens dans les 48 heures. Une lettre recommandée fut envoyée au cabinet de Maître Garnier. Une autre fut adressée au service de la publicité foncière, demandant une recherche exhaustive de toutes les propriétés enregistrées au nom de Julienne Ferrand, sous son nom légal, son deuxième prénom, et tout nom de personne morale connue. Je rentrai chez moi et j'attendis. Attendre est plus difficile qu'agir, mais parfois c'est la chose la plus puissante que l'on puisse faire. J'appris plus tard, bien plus tard, lorsque le tableau complet fut assemblé, que ce fut la lettre recommandée au cabinet de Maître Garnier qui mit tout en branle sur l'autre front. Le nom complet de l'homme était Robert Laurent. Il avait 59 ans, était un ancien cadre bancaire d'une ville côtière de Normandie et entretenait une relation avec Julienne Ferrand depuis l'année de la naissance de notre plus jeune petit-fils. Sa fille, Serena Laurent, âgée de 23 ans, avait grandi en croyant que Julienne Ferrand était, à tous égards pratiques, sa figure de référence et de soutien, et que la maison en bord de mer était son héritage. Ils attendaient cet héritage. Lorsque Maître Garnier appela Robert Laurent pour l'informer que l'époux de Julienne Ferrand avait désigné un avocat et déposé une requête en inventaire complet des biens, Serena Laurent se rendit en personne au cabinet de Maître Garnier. Je le sais, car Maître Garnier, à son crédit, et peut-être par une tardive prise de conscience professionnelle, documenta cette visite et finit par la révéler à Maître Patricia Duval. Selon les notes de Maître Garnier, Serena Laurent était agitée et exigeante, insistant sur le fait que Julienne Ferrand leur avait promis la maison et qu'une promesse verbale émanant d'une personne décédée devait avoir une valeur légale. Ce n'était pas le cas, et Serena Laurent n'a apparemment pas bien accueilli cette information. Pendant ce temps, la recherche au cadastre fut achevée. Maître Patricia Duval m'appela un jeudi soir, et je pouvais sentir à la calme mesure de sa voix que ce qu'elle s'apprêtait à me dire était capital. La maison en bord de mer est l'élément le plus visible, dit-elle. Mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi un appartement à Montpellier, enregistré au nom d'une SARL, appelée Garnier Côtes Investissements. Votre épouse était la seule associée enregistrée de cette SARL. L'appartement génère des revenus locatifs depuis environ 11 ans, et ces revenus étaient déposés sur un compte dont vous n'avez jamais eu connaissance. Je m'assis. Combien demandai-je. Elle me le dit. Ce n'était pas une somme négligeable. Il pourrait y avoir d'autres éléments, dit maître Patricia Duval. Nous ne faisons que commencer. Mais Marc, ce que nous avons déjà est suffisant pour établir un schéma de dissimulation délibérée de patrimoine durant le mariage. C'est juridiquement significatif. Cela modifie considérablement le calcul du patrimoine. Je pensais au sourire facile de Julienne Ferrand. Je pensais à 41 ans de chemisier repassé et de confiance. Patricia, dis-je, je veux que chaque compte soit retrouvé. C'est exactement ce que nous ferons, dit-elle. Ce soir-là, je m'assis sur la terrasse à Belle-Plage et regardai l'eau sombre, et je ressentis quelque chose d'inattendu. Non seulement de la colère, non seulement de la douleur, mais une froide et clarifiante certitude. J'avais passé toute ma vie à être l'homme qui laissait les choses passer. J'étais sur le point de devenir quelqu'un d'autre. Et quelque part sur la côte d'Azur, dans une maison blanche en pierre calcaire avec des géraniums rouges dans les jardinières, Robert Laurent et sa fille Serena Laurent commençaient à comprendre que le paisible veuf de Belle-Plage n'allait pas disparaître. Les requêtes formelles furent déposées un lundi. Maître Patricia Duval avait préparé 3 dossiers distincts. Une pétition pour inclure la maison en bord de mer dans le patrimoine conjugal, une demande de contestation de la SARL, Garnier Côtes Investissements pour dissimulation frauduleuse, et un signalement officiel à l'ordre des notaires concernant la potentielle violation des devoirs fiduciaires par maître Aldo Garnier. Cette dernière, expliqua maître Patricia Duval, n'était pas nécessairement destinée à détruire la carrière de maître Garnier. Elle était conçue pour garantir qu'il n'aurait aucune incitation à continuer de protéger les intérêts de Robert Laurent et Serena Laurent à mes dépens. Lorsqu'un notaire sait que l'ordre le surveille, dit-elle, il a tendance à se souvenir où se trouvent ses véritables obligations. Maître Garnier, à son crédit, collabora pleinement dans les 72 heures.
Ce fut 4 jours après ces dépôts que Robert Laurent frappa à ma porte. Je ne l'avais jamais rencontré auparavant. J'ouvris la porte et je sus immédiatement qui il était. Non pas grâce à une photographie, mais à la manière particulière dont il se tenait. Droit, posé, mais avec quelque chose de tendu autour des yeux qui trahissait que cette contenance lui coûtait un effort. C'était un homme d'allure plaisante, aux cheveux sombres grisonnants, et il portait un manteau soigné. Derrière lui, dans l'allée, je pouvais voir Serena Laurent assise dans une voiture rouge, observant. « Monsieur Ferrand, » dit Robert Laurent. J'espérais que nous pourrions parler. Je le regardai un instant. Je ne crois pas que ce soit approprié, dis-je. J'ai un avocat, et je suppose que vous avez le vôtre. Je ne suis pas ici en tant que partie adverse, dit-il. Sa voix était mesurée, prudente. Je suis ici comme un homme qui a, lui aussi, perdu quelqu'un. Quelque chose en moi voulait être bienveillant envers lui, non par faiblesse, mais par la reconnaissance que nous étions, d'une manière brisée, dans la même situation. Mais j'étais aussi conscient que ce n'était pas une visite fortuite. C'était une manœuvre calculée. « Je suis désolé pour votre perte, » dis-je. Je le dis sincèrement, mais je ne peux pas discuter du patrimoine en dehors de nos avocats. Son expression changea à peine, juste assez. La contenance s'estompa, mais j'avais vu ce qu'il y avait en dessous. « Vous devriez comprendre, dit-il, que Julienne Ferrand voulait que nous ayons cette maison. Elle voulait que Serena Laurent l'ait. Nous avons des documents. Nous avons des communications. Cela ne se passera pas comme vous le pensez. Alors votre avocat présentera ces documents, dis-je, et nous laisserons la loi décider. » Je refermai la porte. Je restai dans l'entrée un instant, le dos contre la porte, puis j'entendis la voiture rouge démarrer et s'éloigner. J'allai dans la cuisine, m'assis et me préparai une tasse de café. Mes mains, je le remarquai, étaient parfaitement stables. J'en fus surpris. L'escalade ne s'arrêta pas là. 3 jours plus tard, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Quand je décrochai, c'était Serena Laurent. Elle avait 23 ans, et sa fureur était de cette nature particulière, incandescente, propre à quelqu'un à qui l'on vient d'annoncer que ce qu'elle croyait sien ne l'est pas en réalité. « Elle ne sait pas ce qu'elle fait, » me lança-t-elle. « Elle n'a aucune idée des documents que nous possédons, aucune idée de ce que Julienne Ferrand, de ce que votre femme a dit d'elle. Si vous continuez, tout sera révélé, absolument tout. Voulez-vous que votre famille connaisse les détails? Vos enfants? Voulez-vous que cette affaire devienne publique ?» Je la laissai s'exprimer jusqu'au bout. Puis je lui dis calmement, « Serena Laurent, si vous avez des documents, remettez-les à votre avocat. Et je vous prie de ne plus jamais appeler ce numéro. » Je raccrochai. J'appelai Maître Patricia Duval et lui rapportai ces 2 visites. Elle déposa une mise en demeure formelle auprès des parties adverses, stipulant que tout contact direct ultérieur avec moi serait considéré comme du harcèlement. Les appels et les visites cessèrent, mais je mentirais en affirmant que rien de tout cela ne m'avait affecté. Au contraire. Cette nuit-là, je restai allongé dans mon lit, à fixer le plafond, et je ressentis tout le poids de l'engrenage dans lequel j'étais tombé. Non seulement la bataille juridique, mais aussi la dimension humaine. La question de ce que mes enfants penseraient. La question de savoir si me battre ainsi me coûterait plus que cela ne rapporterait. La question de savoir si, à 70 ans, j'aurais l'endurance nécessaire pour tout cela. Je décidai de m'accorder 3 jours. Non pas pour abandonner, je n'abandonnerai pas, mais pour me reposer. Je me rendis à Port-sur-Mer chez mon frère Lucio. Je ne parlais pas de l'affaire. Nous cuisinâmes ensemble, jouâmes aux cartes et regardâmes de vieux films. Et Lucio, qui me connaît depuis 70 ans et pose exactement les questions qu'il faut, me dit le 2e soir, « Tu ressembles à un homme qui a pris une décision. » « J'ai pris ma décision, dis-je. »« Bien, dit-il en distribuant les cartes. L'offre parvint par l'intermédiaire des avocats, comme il se doit en pareilles circonstances. Robert Laurent et Serena Laurent avaient engagé leur propre conseil, un homme du nom de Maître Gennaro Esposito, d'un cabinet de Lille spécialisé, entre autres, dans les litiges successoraux. Un mercredi matin, 12 jours après mon retour de chez Lucio, Maître Patricia Duval m'appela pour me donner les détails. Maître Esposito proposait une transaction. Robert Laurent et Serena Laurent
renonceraient à leurs revendications sur la maison de bord de mer en échange d'un paiement forfaitaire prélevé sur la succession. Une somme que maître Patricia Duval décrivit comme substantielle, mais ne correspondant pas à la valeur réelle du bien immobilier, et d'un accord mutuel selon lequel aucune des parties n'engagerait de poursuites judiciaires supplémentaires ni ne ferait de déclaration publique concernant les circonstances de la double vie de Julienne Ferrand. En d'autres termes, les payer, se taire et laisser chacun rentrer chez soi. J'écoutais maître Patricia Duval exposer les termes, et quand elle eut terminé, je posais une seule question. Si j'accepte cette transaction, reflète-t-elle la pleine valeur de ce qui m'a été dissimulé durant mon mariage? Maître Patricia Duval marqua une pause. Non, dit-elle, cela n'en approche même pas. Alors nous refusons, dis-je. Un court silence s'ensuivit. Marc, dit maître Patricia Duval, non pour me dissuader, mais avec circonspection. Je veux que vous compreniez qu'aller devant les tribunaux signifie que cela deviendra partie intégrante du registre public. Cela signifie que votre famille connaîtra tous les détails. Ma famille, dis-je, est déjà au courant. C'était là l'autre événement qui s'était produit durant ces 3 jours passés chez Lucio et au cours de la semaine qui suivit. J'avais parlé à mes enfants. J'étais d'abord allé voir David, qui vivait à 40 minutes de là, à La Rochelle, avec sa femme et leurs 2 enfants. Je m'assis à sa table de cuisine et lui racontai toute l'histoire, depuis l'appel du notaire jusqu'à la maison de bord de mer, en passant par les lettres et la SARL, et enfin la confrontation à ma porte. Je le regardais traverser plusieurs phases distinctes, l'incrédulité, puis la colère, et enfin une sorte de douleur engourdie pour le parent qu'il croyait avoir connu. David est un homme calme, peu enclin aux éclats. Mais quand j'eus fini, il se pencha sur la table, prit mes 2 mains dans les siennes et dit « Papa, quoi que tu aies besoin, quoi que tu décides de faire, je suis avec toi. » Claire fut plus difficile. Elle pleura. Non pas tant pour Julienne Ferrand elle-même que pour ce qu'elle nommait la fausse version de notre famille qu'elle avait aimée, et qui s'était révélée n'être que partiellement vraie. Elle était en colère contre moi de n'avoir rien soupçonné, ce que je compris, puis en colère contre elle-même de l'être contre moi, ce que je compris également. Mais elle se ressaisit. À la fin de notre conversation, elle était assise à côté de moi sur le canapé, le bras autour de mes épaules, et me disait « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Ces mots me touchèrent plus que je ne saurais l'exprimer. Je racontais également tout à mon voisin et plus vieil ami, Enzo Marini, qui avait connu Julienne Ferrand et moi pendant 30 ans. La réaction d'Enzo fut, comme à son habitude, la plus directe de toutes. « Fille de pute », dit-il avec une précision et une clarté que je trouvais sincèrement réconfortantes. Puis il ajouta « Que puis-je faire ?» Enzo se révéla d'une aide précieuse dans les semaines qui suivirent. Il était organisé là où j'étais émotif, lucide là où je me sentais parfois submergé. Il m'aida à dresser la chronologie personnelle que je préparais pour maître Patricia Duval. Date, voyage, reçu et petites incohérences que j'avais accumulées sans en comprendre la raison. Il m'accompagna à mes rendez-vous quand je ne voulais pas prendre le volant. Il resta à mes côtés durant les soirées les plus éprouvantes. Et il se produisit autre chose, à laquelle je ne m'attendais pas. La nouvelle circula discrètement au sein de la chorale paroissiale et du cercle d'hommes dont je faisais partie depuis 20 ans. Rien de scandaleux. Je n'avais aucun désir de transformer les échecs de Julienne Ferrand en commérage. Mais les gens savaient que je traversais une période difficile. Et le soutien que je reçus fut discret, constant et sincère. Des appels téléphoniques, des cartes, et la compagnie particulière de personnes qui, toutes, à des degrés divers, avaient dû réassembler leur propre vie avec des éléments qu'elles n'avaient pas choisis. Je n'étais pas seul. Et Robert Laurent et Serena Laurent, je crois, avaient compté sur le fait que je le serais. L'offre de transaction expira sans être acceptée un jeudi après-midi. Ce soir-là, maître Patricia Duval m'appela pour me dire que maître Esposito avait fait savoir que ses clients étaient profondément insatisfaits de ma décision. « J'imagine qu'ils le sont, » dis-je. Me servit un verre de vin blanc, sortit sur la terrasse et regardait le soleil se coucher sur la mer. Je ressentis quelque chose que je reconnus après un instant comme la paix.
Non pas la paix de la résolution, il y avait encore un long chemin à parcourir, mais la paix d'un homme qui sait exactement où il se trouve et pourquoi. Ils vinrent un samedi matin de mars, environ 6 semaines avant la date d'audience fixée. J'étais dans le jardin, un endroit où je me retirais quand j'avais besoin de réfléchir, et il y avait encore beaucoup à méditer. J'entendis une voiture s'arrêter et levai les yeux pour voir Robert Laurent et Serena Laurent s'avancer le long de l'allée. Pas d'avocat, pas de préavis. Serena Laurent portait un sac en papier avec le logo d'une pâtisserie de Montferrand sur le côté, comme s'ils avaient roulé 2 heures pour m'apporter des cannolis, comme s'il s'agissait d'une simple visite de courtoisie. Je me relevai du parterre de fleurs et retirai mes gants. Robert, dis-je. Serena. Je prononçai leur nom de la manière dont on nomme des personnes dont la place dans votre vie n'est pas encore tout à fait définie. Marc, dit Robert. Sa voix était plus douce que la dernière fois. Tout en lui était plus doux aujourd'hui. Son manteau, son expression, son sourire prudent. Nous espérions que vous pourriez nous accorder quelques minutes, juste pour parler de personne à personne. J'aurais dû refuser. Mon avocate m'avait déconseillé tout contact direct supplémentaire. Mais il y a quelque chose à se tenir dans son propre jardin un matin de printemps face à un homme qui souffre et qui perd lui aussi, qui, l'espace d'un instant, l'emporte sur vos meilleurs instincts. Je dis oui. Nous nous assîmes sur le porche. Serena Laurent posa le sac de la pâtisserie sur la table. Aucun de nous ne le toucha. Les cannolis n'étaient pas le sujet. Robert Laurent prit la parole en premier. Il parla de Julienne Ferrand, de l'amour qu'il lui portait, de la durée de leur relation, des promesses qu'elle lui avait faites et sur lesquelles il avait bâti sa vie. Il ne jouait pas la douleur. C'était réel. Je pouvais voir que c'était un homme qui, lui aussi, avait perdu une femme qu'il aimait. Et je ne doutais pas de la sincérité de ses propos. Ce dont je doutais, c'était la raison de sa présence. Tandis qu'il parlait, j'observais ses mains, la façon dont il les joignait sur ses genoux, comment elles se serraient, chaque fois qu'il prononçait le nom de Julienne Ferrand. La douleur fait cela aux gens. Elle se manifeste dans les petits muscles. Je le reconnaissais parce que j'avais vu mes propres mains faire la même chose dans les semaines qui avaient suivi sa mort. Cette reconnaissance rendait tout plus difficile, et Robert Laurent, je crois, savait que ce serait le cas. C'était un homme perspicace. Cela l'avait probablement bien servi pendant 25 ans. Je crois que nous avons tous deux été blessés par cela, dit-il, de manière différente, peut-être, mais blessés tout autant. Et je me demande si aller au tribunal, tout déchirer devant un juge, rendre tout public, sert vraiment à l'un de nous. Qu'est-ce qui vous servirait, à vous ? Demandai-je. Il me regarda fermement. Une résolution. Une résolution privée. Serena Laurent n'a pas besoin de toute la maison. Nous comprenons que c'est compliqué, mais elle a besoin de quelque chose. Julienne Ferrand l'a élevée en s'attendant à une sécurité, et elle mérite de l'avoir. Julienne Ferrand, dis-je avec prudence, a aussi élevé ses petits-enfants légitimes en s'attendant à un héritage intact. Un frisson traversa le visage de Robert Laurent. Quelque chose qui n'était pas tout à fait de la douleur et pas tout à fait de la colère. Quelque chose d'aiguisé et de calculé qui ne dura qu'une seconde avant que la douceur ne revienne. Puis ce fut au tour de Serena de prendre la parole pour la première fois. Elle se montrait plus directe que son père et moins prudente. Cette franchise, je le supposais, n'était pas de l'impatience, mais une stratégie. Ils avaient réparti les rôles entre eux avant de frapper à ma porte. Robert incarnerait la douleur, Serena la menace. C'était, je dois l'admettre, plutôt bien exécuté. « Nous avons des emails, dit-elle. Des emails personnels de votre femme à mon père. Très personnels. Le genre de choses que vos petits-enfants ne souhaiteraient sans doute pas voir étalées dans un acte de tribunal. » Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Il serait plus aimable pour tout le monde que cela reste privé. Voilà, pas de réconciliation, pas de douleur partagée. Du chantage, pur et simple. Je regardais Serena, cette jeune femme qui, à sa manière, avait elle aussi été trompée, qui avait grandi dans une maison payée par une femme menant une double vie. Et je ressentis brièvement et sincèrement quelque chose s'approchant de la pitié. Elle avait 23 ans et s'accrochait aux promesses d'une morte, cherchant à les convertir en une forme de sécurité tangible.
Je comprenais le désespoir sous la menace. Je ne céderai pas. Serena, dis-je, si vous avez des documents pertinents pour la procédure légale, votre avocate devrait les présenter au tribunal. C'est à cela que sert la procédure. Quant à votre commentaire sur mes petits-enfants, je fis une pause. Ma famille connaît déjà la nature de cette situation. Il n'y a rien que vous puissiez révéler qui changera ma position. La douceur quitta entièrement le visage de Robert. Vous faites une erreur, dit-il. Sa voix avait changé. Plus dure, plus âgée, dépouillée de son rôle précédent. Julienne avait voulu cela pour nous. Elle l'avait arrangé pour nous. Et vous passerez les prochains mois à traîner le nom de votre famille devant un tribunal pour une maison que vous n'avez même jamais visitée. Je l'ai visitée, dis-je. J'avais reconnu les mocassins de ma femme près de la porte. Silence. Ils partirent quelques minutes plus tard. Serena laissa tomber le sac de la pâtisserie de la table en se levant. Qu'il s'agisse d'un accident ou non, je ne saurais le dire. Aucun d'eux ne le ramassa. La voiture recula rapidement de l'allée, comme le font les voitures dont le conducteur est enragé. Je la regardais jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière le virage de la route. Je restai seul sur le porche pendant un long moment. Le jardin était toujours là. Les parterres de terre de la fin de l'hiver, la terre retournée, les premières pousses qui perçaient à peine le sol. Il semblait étrange que tout à l'extérieur paraisse si ordinaire. Je serai honnête avec vous. J'avais peur. Non pas d'eux, à proprement parler. Ils n'avaient aucun pouvoir sur moi que je n'eusse déjà anticipé. Mais la peur de l'exposition, de la publicité, de la manière dont une affaire judiciaire pouvait se propager dans une petite ville et teinter tout ce qui suivrait. La peur que mes petits-enfants ne lisent des choses dont je ne pourrais les protéger. La peur de devenir, après 41 ans de vie privée et prudente, un homme dont le mariage deviendrait une affaire publique. Mais je compris aussi ceci. Cette peur était précisément ce sur quoi ils misaient. Cette peur était la seule arme qui leur restait. Une arme pointée avec précision sur mon amour pour ma famille. Mon point le plus vulnérable. La chose pour laquelle j'aurais fait presque n'importe quoi pour la protéger. Ils l'avaient correctement identifiée. Ils avaient simplement mal évalué la signification du mot « presque ». Une arme visible est une arme déjà à moitié vaincue. Je ramassai le sac de la pâtisserie, le portai à l'intérieur et appelai maître Patricia Duval. « Ils sont venus chez moi, dis-je. »« Je sais, » répondit-elle. « Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis ce matin. Nous sommes prêts, Marc. » Bien, pensai-je. Moi aussi. L'audience était fixée au 2e mardi d'avril au tribunal de Châtillon, section des successions et du droit de la famille. Ma ville, mon tribunal. Un bâtiment devant lequel j'étais passé des centaines de fois sans jamais imaginer y entrer pour revendiquer ce qui m'appartenait. Maître Patricia Duval avait passé 3 semaines à se préparer. Les preuves que nous avions rassemblées étaient, à ce stade, substantielles. Les registres cadastraux qui révélaient la maison de bord de mer et l'appartement à Montpellier, tous deux acquis durant le mariage. Les documents de la SARL, Garnier Investissement Côtier, avec Julienne comme associé unique. 11 années de registre de revenus locatifs déposés sur un compte qui n'était jamais apparu dans aucune déclaration de patrimoine conjugal. La lettre de Julienne à mon cher Robert et Serena, photographiée lors d'une inspection formelle de la maison de bord de mer et acquise comme preuve. Et la déclaration sous serment de maître Aldo Garnier, rendue après le dépôt de la plainte auprès de l'ordre des notaires, confirmant qu'il avait été instruit par Julienne de faciliter le transfert de la propriété Garnier hors du patrimoine conjugal au moment de son décès. Ce dernier élément était le plus crucial. Maître Aldo Garnier savait. Il savait depuis des années. Et pourtant, il était resté assis en face de moi lors de la réception après les funérailles de Julienne, acceptant mes remerciements pour les services rendus à notre famille, sans jamais rien révéler. J'avais repensé à ce moment précis maintes fois au cours du dernier mois, et j'avais conclu que ce que je ressentais à ce sujet n'était pas de la colère. La colère finit par s'estomper, mais plutôt une réévaluation lucide et durable de la confiance que l'on peut accorder à quiconque, simplement parce qu'il a été présent dans votre vie pendant une longue période. David était assis derrière moi, dans la galerie. Claire avait voulu venir. Je lui avais demandé de rester à la maison avec les petits-enfants, non pas que je doutasse d'elle,
mais parce que je voulais qu'au moins une partie de ma famille soit épargnée par la procédure si je pouvais la gérer. Enzo était assis à côté de David. Je ne les ai pas regardés pendant l'audience, mais je savais qu'ils étaient là, et cette certitude était stabilisante d'une manière que je n'avais pas anticipée. J'avais mal dormi la nuit précédente. Pas exactement par peur, plutôt par cette inquiétude particulière de quelqu'un qui se dirige vers un objectif depuis longtemps et qui l'atteint enfin. Je m'étais préparé une tasse de café à 4 heures du matin, m'étais assis à ma table de cuisine, et j'avais réfléchi à ce que j'attendais de cette journée. Pas exactement la victoire. Ce mot est trop simple. Ce que je voulais, c'était que le dossier soit précis. Je voulais que la vérité de mon mariage, la version complète, la vraie, pas celle que Julienne avait arrangée pour moi, existe quelque part, noir sur blanc, attestée, certifiée et permanente. Robert et Serena Laurent entrèrent avec Esposito, leur avocat. Robert était vêtu avec soin, sobrement, et ne me regarda pas. Serena Laurent me jeta un regard que je reconnus comme destiné à intimider, puis détourna les yeux. La juge était Madame Maria Colangelo, 62 ans, avec la manière particulière de quelqu'un qui a présidé un grand nombre de litiges successoraux familiaux et qui a très peu de patience pour la mise en scène. Esposito ouvrit leur plaidoirie avec ce qu'il avait. Les promesses verbales de Julienne, une poignée de messages WhatsApp échangés entre Julienne et Robert, exprimant affection et intention. Et l'argument selon lequel la maison de bord de mer avait été de fait la résidence principale de Robert pendant plus d'une décennie, représentant ainsi une sorte d'union de fait selon certains cadres interprétatifs. La juge Colangelo lui demanda avec une attention neutre d'expliquer comment une promesse verbale et un cadre de concubinage s'appliquaient à une propriété enregistrée au nom d'une femme légalement mariée à un conjoint survivant. Esposito s'expliqua longuement. C'était un avocat compétent, et il travaillait avec les éléments dont il disposait, mais ceux-ci étaient minces. Les messages et les promesses verbales ne constituant pas un titre de propriété. L'affection, aussi sincère soit-elle, ne prime pas sur la structure légale d'un mariage. Il le savait déjà, je le soupçonnais. Mais Robert et Serena Laurent voulaient se battre, et le travail d'un avocat est de mener la bataille que ses clients choisissent. La juge Colangelo écouta, puis se tourna vers Maître Patricia Duval. Maître Patricia Duval fut précise, méthodique et dévastatrice. Elle passa en revue chaque document. Elle fut particulièrement efficace avec les registres de la SARL, démontrant ligne par ligne comment Julienne avait structuré Garnier Investissement Côtier spécifiquement pour dissimuler les revenus locatifs des déclarations de patrimoine conjugal conjointe. Il ne s'agissait pas, affirma-t-elle, d'une femme qui avait fait des promesses informelles à un compagnon de longue date. C'était une femme qui avait délibérément et systématiquement caché des biens matrimoniaux à son conjoint légal pendant plus de 2 décennies. La maison de bord de mer n'était pas un cadeau. C'était un bien conjugal frauduleusement dissimulé. La déclaration de Maître Aldo Garnier fut lue au procès-verbal. Le montant des revenus locatifs fut prononcé à voix haute. David, derrière moi, laissa échapper un petit son involontaire que je ressentis dans ma poitrine. C'est alors que Serena Laurent perdit le contrôle. Elle était restée assise, rigide, à côté de son père, et je l'avais surveillée du coin de l'œil, observant comment sa contenance lui coûtait de plus en plus à mesure que les preuves s'accumulaient. Cela lui coûtait déjà depuis le discours d'ouverture d'Esposito. Je pensais que chaque document que Maître Patricia Duval présentait au tribunal était un autre fragment de l'histoire que Serena Laurent s'était racontée sur elle-même, sur sa sécurité, sur son avenir, sur sa place dans la vie de Julienne, qui était tranquillement reclassée comme légalement nulle. Il existe une douleur particulière à voir le registre officiel contredire la vie que l'on croyait avoir vécue. Je connaissais quelque chose de cette douleur. La mienne m'avait rendu méthodique. La douleur de Serena Laurent la fit se lever. Elle l'avait promis, dit-elle. Sa voix était rauque et chancelante. Elle lui avait promis la maison. Cette maison devait toujours être la nôtre. Vous avez une maison, vous avez tout ce qu'elle vous a laissé, et vous voulez encore prendre la seule chose. Esposito lui toucha le bras. Robert prononça son nom à voix basse, désespérément. La juge Colangelo observa Serena avec une expression de professionnalisme imperturbable qui ne trahissait rien,
mais enregistrait tout. Mademoiselle Laurent, dit la juge, je vous prie de bien vouloir vous rasseoir. Votre avocat aura l'occasion de répondre par la procédure appropriée. Serena s'assit. Elle tremblait, et je pouvais le voir de l'autre côté de la salle. Robert, quant à lui, était devenu très immobile. Toute couleur avait déserté son visage. Il fixait la table devant lui, et je ne pouvais deviner ses pensées, mais il avait l'air de quelqu'un qui voit s'effondrer, pièce par pièce, sous ses yeux, quelque chose qu'il avait bâti avec tant de soin. Non pas d'un seul coup, mais fragment après fragment, chaque chute étant parfaitement visible. Le manteau impeccable, la contenance travaillée, les années passées à croire qu'il était pris en charge. Tout cela était là, dans cette salle d'audience, tandis que le procès verbal était lu, et il n'y avait rien d'autre à faire que de rester immobile et de laisser les choses se dérouler. Je restais immobile. J'avais dit ce que j'avais à dire par l'intermédiaire de Maître Duval, par les documents, par les faits. Je n'avais aucun désir d'afficher un triomphe, de croiser le regard de Robert et de le faire se sentir plus petit qu'il ne l'était déjà. Il ne s'agissait pas de Robert et moi. Il s'agissait de ce qui m'appartenait, de ce que j'avais gagné, et de ce qui ne pouvait être simplement effacé de l'existence parce qu'une femme que j'aimais avait un jour décidé de mener deux vies et de raconter à deux personnes deux versions différentes de la vérité. La juge Colangelo déclara une suspension d'audience. Dans le couloir, Maître Duval se tint à mes côtés sans un mot. Elle n'en avait pas besoin. Le dossier avait parlé de lui-même. La juge Colangelo rendit son jugement 9 jours plus tard dans une décision écrite que Maître Duval qualifia d'aussi définitive que ces choses peuvent l'être. La maison de bord de mer fut déclarée bien conjugale et incluse dans la masse successorale. La S.A.R.L. Garnier. Investissement. Côtier fut révoqué et l'appartement à Montpellier, avec ses revenus locatifs accumulés, 11 années de loyer, fut également intégré au patrimoine conjugal. La valeur totale ajoutée à ma part légitime de l'héritage de Julienne s'élevait, selon le décompte final, à un peu plus de 400 000 euros. 400 000 euros qui avaient existé pendant plus d'une décennie sur des comptes dont je n'avais jamais été informé. Je restai longtemps avec ce chiffre en tête après que Maître Duval me l'eut lu. Non pas par avidité, je tiens à être clair sur ce point, mais avec ce sentiment particulier de vide, en comprenant ce qui avait été possible pendant tout ce temps, ce qui avait été là pendant tout ce temps, et à quel point cela m'avait été entièrement dissimulé. Julienne n'avait pas été une mauvaise gestionnaire. Elle avait simplement été malhonnête, et la malhonnêteté à cette échelle exige un effort quotidien délibéré et soutenu. Elle avait travaillé plus dur à se cacher de moi que la plupart des gens ne travaillent à quoi que ce soit. Sur la question des prétentions de Robert et Serena, la juge Colangelo fut sans équivoque. Les promesses verbales et les accords informels, écrivit-elle, ne créent pas de titre de propriété sur des biens immobiliers, en particulier lorsque la partie promettante est légalement mariée et lorsque le bien en question a été acquis en utilisant des revenus générés pendant le mariage. La succession ne devait rien à Robert et Serena Laurent. Esposito déposa un avis d'intention de faire appel dans la semaine. Maître Duval examina ses motifs et me dit calmement que l'appel avait peu de chances d'aboutir. Il n'en eut aucune. 4 mois plus tard, la cour d'appel confirma la décision de la juge Colangelo dans son intégralité. L'avis d'appel fut la dernière action en justice entreprise par Robert et Serena. Je m'attendais à ressentir quelque chose d'immense à l'annonce de la décision d'appel. Un soulagement, une revendication, ou la libération de quelque chose qui avait été retenu trop longtemps. Ce que je ressentis fut plus calme que cela. Une sorte de sédimentation, à la manière du bruit d'une maison la nuit, quand toutes les personnes qui l'habitent se sont enfin endormies. Maître Aldo Garnier n'eut pas la même chance avec sa propre procédure. La plainte déposée auprès de l'ordre des notaires, qui avait été suspendue pendant l'affaire civile en attendant son issue, fut rouverte le mois suivant. Maître Garnier avait offert sa collaboration, ce que l'ordre considéra comme un facteur atténuant. Mais le jugement fut qu'il avait participé à une planification successorale désavantageant activement le conjoint légal, au profit d'un tiers. Un conflit d'intérêts manifeste qu'il avait omis de révéler ou de décliner. Il fut suspendu de sa profession pendant 18 mois,
et dut suivre un cours d'éthique professionnelle avant sa réintégration. Il ne contesta pas la décision. J'appris plus tard par l'intermédiaire de maître Patrizia Duval que maître Aldo Garnier m'avait écrit une lettre d'excuse. Patrizia me demanda si je souhaitais la recevoir. J'y réfléchis sincèrement, me demandant si la lire m'apporterait quelque chose dont j'avais besoin, ou si cela rouvrirait simplement une pièce que j'avais décidé de garder close. Je lui dis non. Non par colère, mais par la reconnaissance que certaines excuses servent davantage à celui qui les offre qu'à celui qui les reçoit. Et je n'avais aucun intérêt à faire à maître Aldo Garnier cette faveur particulière. Je vendis la maison en bord de mer. Je veux être honnête sur les raisons. Non pas parce que je ne pouvais pas la garder. Non pas parce qu'elle n'avait aucune valeur, mais parce que je n'avais aucun désir de posséder un endroit où la vie de quelqu'un d'autre avait été bâtie sur les ruines de ma paix mentale. Chaque pièce de cette maison contenait une photographie où je n'étais pas. Chaque surface avait été choisie par des mains que je ne connaissais pas. J'aurais pu la faire repeindre, remeubler, la dépouiller jusqu'aux murs nus. Et elle aurait quand même été pour moi l'endroit où j'avais appris que la femme que j'avais épousée avait été capable d'une tromperie affectueuse et soutenue pendant 25 ans. Ce n'était pas une fondation sur laquelle je voulais construire quoi que ce soit. Un jeune couple de Port-sur-Mer l'acheta au début de l'été. Ils repeignirent le blanc calcaire et plantèrent d'autres fleurs. J'espère qu'ils y sont heureux. Je l'espère sincèrement. L'appartement de la Fosse, je le gardais comme bien locatif, géré par une agence locale, générant un revenu qui est désormais proprement et transparentement le mien. Le dédommagement patrimonial issu de la pleine comptabilité de l'héritage me procura un degré de sécurité que je n'attendais pas à 70 ans. Une sécurité pour réparer ma maison, pour voyager, pour aider David et Claire d'une manière qui ressemblait à un choix plutôt qu'à une contrainte. Le jour où le jugement définitif fut exécuté et la dernière feuille signée, Patricia et moi prîmes un café dans son bureau. Elle n'est pas de nature à célébrer, et moi non plus. Mais elle se leva, prépara le café elle-même, s'assit devant moi et dit « Vous avez eu raison de vous battre. » J'acquiesçai. « Je sais, dis-je. Beaucoup n'auraient pas combattu, dit-elle. Beaucoup n'en ont pas eu suffisamment de raison, dis-je. Elle y réfléchit un instant, puis sourit. Un sourire discret, juste et sincère. Je rentrai chez moi par la route côtière, traversant les marais et longeant la mer, et je pensais à Julienne, non plus avec le sentiment volcanique et brut des premiers mois, mais avec quelque chose de plus compliqué et de plus honnête. La douleur pour ce qui avait été réel, la colère pour ce qui avait été caché, et une compréhension graduelle, tranquille, que l'on ne peut aimer quelqu'un pleinement si on ne l'a jamais vu entièrement. J'avais aimé une femme partielle et cru aimer un être entier. Cela fut son œuvre, pas la mienne. Mais l'inconscience, les décennies passées à faire confiance à une version d'une histoire qui n'était pas l'histoire complète, cela, c'était quelque chose que je devais désormais porter. Je décidai de le porter ouvertement, sans honte, car rien de ce qu'elle fit ne fut mon échec. Et rien de ce que je fis, ni le combat, ni le refus de disparaître, ni l'insistance à ce que mes 41 années de vie commune comptent quelque chose devant la loi, n'était quelque chose que je regretterais. Je vous raconterai les 2 années qui suivirent, et je vous le raconterai honnêtement, sans fioriture. Ma vie devint, d'une manière que je n'avais osé prévoir, véritablement bonne. Je repeignis la maison de Francheville-sur-Mer cet automne-là. Un jaune doux que je voulais depuis des années et que je n'avais cessé de repousser. Le plus jeune petit-fils de David, Lucas, m'aida à choisir la couleur, et nous passâmes un samedi après-midi avec les échantillons de peinture éparpillés sur la table de la cuisine, à discuter agréablement des nuances. Regarder son petit visage sérieux à côté de tous ces carrés de couleurs est l'un de mes souvenirs les plus vifs de cette période. Je rejoignis un groupe de voyage cet hiver-là et partis en Sicile avec 9 autres personnes, la plupart d'entre nous ayant plus de 65 ans. Nous traversâmes la vallée des Temples, visitâmes Agrigente et Palerme, et mangeâmes une cuisine extraordinaire. Je rentrai chez moi en me sentant plus vif et plus éveillé que je ne l'avais été depuis des années. Enzo reste mon ami le plus cher. Nous marchons ensemble 3 matins par semaine le long du front de mer de Francheville, par tous les temps, sauf les véritables tempêtes.
Il a cessé de me demander comment j'allais, avec le ton qui implique qu'il craigne ma réponse. Ce que je prends comme un bon signe. Claire et moi réparâmes quelque chose entre nous qui avait été endommagé bien avant la mort de Julienne. Une certaine formalité, une certaine distance qui s'estompa lorsque nous affrontâmes ensemble les audiences. Elle appelle maintenant juste pour parler. Cela m'est énormément précieux. David m'a dit l'été dernier qu'il était fier de moi. Il l'a dit simplement, debout dans mon jardin, les mains dans les poches. Je veux que tu saches, papa. Je suis fier de toi. Je n'ai pas pleuré avant qu'il ne soit rentré chez lui. Quant à Robert et Serena, je vous en parlerai sans cruauté, car ce n'était pas ce que je recherchais. Mais vous avez suivi cette histoire et vous méritez le récit complet. Le recours leur avait coûté cher en frais de justice. Quand il échoua, Maître Esposito se retira. La maison de bord de mer dut être libérée une fois le jugement définitif. Robert trouva un appartement à Montferrand. Pour autant que je sache, il s'en sort, mais non sans difficulté. La situation de Serena s'avéra plus complexe. Les détails de la double vie de Julienne étaient devenus suffisamment publics pour atteindre la communauté où elle avait grandi. L'association avec une affaire de succession controversée la plaça dans une position délicate au sein de l'agence immobilière où elle travaillait. Elle quitta le Val-de-Loire moins d'1 an après le jugement. J'ignore où elle se trouve aujourd'hui, et je ne cherche pas à le savoir. Je ne ressens aucune forme de triomphe à ce sujet. Robert et Serena étaient, à leur manière, eux aussi victimes des choix de Julienne. Elle leur avait offert une sécurité qu'elle leur avait ensuite retirée en mourant, sans rendre ces arrangements honnêtes et légaux. Ils s'étaient fiés à quelque chose de réel pour eux, une maison, un avenir, la parole d'une femme. Mais moi aussi, je m'étais fié à quelque chose. Un mariage. 41 ans de la vie que l'on m'avait dit que je menais. Et quand vint le moment de régler les comptes, j'insistais, avec toute la tranquille opiniâtreté dont j'étais capable, pour que mon compte soit pris en considération. Les géraniums des jardinières de la Maison Blanche de Calcaire ont disparu à présent. Les nouveaux propriétaires ont planté du jasmin. Je suis passé devant une fois en automne et j'ai pensé, la maison ne sait rien de tout cela. La maison n'est qu'une maison. J'ai continué mon chemin. Voilà donc mon histoire. Celle d'un homme de 70 ans qui a ouvert une porte et découvert une vie que sa femme lui avait cachée pendant 25 ans. Qui aurait pu accepter la transaction, le silence, la voie la plus facile, et qui a choisi le tribunal à la place. Qu'ai-je appris? Qu'un mariage est aussi un document légal, et que ce document a de la valeur. Que les personnes à mes côtés ont compté autant que n'importe quelle preuve. Qu'on n'est jamais trop vieux pour insister sur le fait que sa propre vie a eu un sens. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, j'espère qu'elle vous aura parlé. Car ce n'est pas la fin de mon récit, mais seulement le début de quelque chose de meilleur.